Bon, alors, une fois qu'on a vu ce qui est fait au niveau de l'expéditeur, à travers toutes les étapes intermédiaires, euh, maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que le message a été envoyé sur le net et une fois reçu par le destinataire, donc, automatiquement, il va y avoir le travail que doit réaliser le destinataire pour pouvoir retrouver que doit réserver le destinataire. Alors, effectivement, euh, si je prends ce travail réalisé au niveau de l'expéditeur, donc ici, dans la pratique, l'expéditeur, euh, quand il va faire ce boulot, à vrai dire, l'expéditeur ne va pas faire son boulot lui-même directement. Donc là, c'est dans toute la littérature, un de vos camarades qui me pose la question en me disant sur la clé publique de Bob. Donc, à vrai dire, Bob, c'est pas l'utilisateur Bob en lui-même. Et de la même manière, quand je parle de Alice, c'est pas Alice en tant qu'utilisateur elle-même. Si vous avez remarqué, quand on a vu SSL, donc dans SSL, à un moment donné, il y a une négociation des paramètres, il y a des algorithmes de hachage, il y a des algorithmes de chiffrement. Euh, Quelqu'un pourrait me dire ça bien avant en disant euh, moi j'ai navigué sur Internet, mais je n'ai jamais négocié les paramètres de chiffrement et de hachage et autres, etc. J'ai navigué sur Internet et, on va dire, les choses se passent automatiquement. Je dirais aussi dans PGP, c'est aussi, il y a des choses qui sont implicites et qui se déroulent d'une manière automatique. Alors ici, quand je parle de Alice, Alice, en tant qu'utilisateur elle-même, elle va utiliser le service mail. Donc, en général, le service mail, c'est que souvent, dans n'importe quel système, vous avez un programme qui gère les mails. Donc, ce programme qui gère les mails, qui permet de constituer un message, qui permet aussi d'envoyer un message, qui permet de recevoir un message, etc. Et donc, vous avez toutes les fonctionnalités de la messagerie. Et d'une manière similaire avec le web, vous avez en général un programme qui permet de réaliser la navigation sur le web. Donc, en général, ce sont les navigateurs. La même chose pour le service mail. Vous avez des programmes de gestion de mail. Cela voudra dire en tant qu'utilisateur, euh, ce qui se passe dans la pratique, c'est que vous avez, je dirais, un serveur mail qui, lui, va recevoir vos messages et à partir de ce serveur mail, vous pouvez envoyer des messages. C'est pour vous faire comprendre encore les choses d'une manière plus élémentaire. C'est un peu ce qui se passait dans le temps. Quand on utilisait pour la messagerie, on utilisait des lettres. Donc, quand on utilise des lettres, en général, vous, en tant qu'utilisateur, vous écrivez, vous rédigez la lettre, vous la mettez dans une enveloppe. Ensuite, vous faites quoi? Ben, vous allez la mettre au niveau de votre poste, c'est-à-dire la poste du coin là où vous habitez. Donc, vous prenez votre lettre, vous la mettez dans la poste, et ensuite, c'est la poste qui elle-même va envoyer votre message au destinataire. Donc, au destinataire, comment elle va faire? C'est que la poste dans son système de liaison qui existe au niveau des différentes postes qui existent dans un pays ou dans deux pays différents, etc., il va y avoir l'envoi de bout en bout jusqu'à arriver à l'adresse destinataire. Une fois qu'il est arrivé à l'adresse destinataire, en général, il y a un facteur qui va, je dirais,
délivrer la lettre vers l'utilisateur final. Mais l'utilisateur final, ce n'est pas lui qui va faire toutes les opérations intermédiaires. C'est typiquement la même chose qui se passe avec PGP. Donc, aussi bien aussi dans SSL avec HTTPS. Donc, ce qui se passe, ça veut dire que toutes ces opérations-là existent et elles sont prises en charge par la navigation au niveau d'Internet. C'est au niveau d'Internet, vous êtes obligé de configurer votre liaison Internet et vous avez un navigateur qui utilise cet Internet et c'est ce navigateur qui va faire tout le boulot en termes de négociation, d'utilisation de clés, etc. Et de l'autre côté, vous avez le serveur qui est le serveur configuré, il possède sa clé publique, etc. Et donc, vous utilisez, on va dire, la clé publique du serveur. Alors ici, ça va être la même chose. C'est que vous avez un programme qui va gérer les messages, qui vous permet de constituer des messages, de recevoir des messages, d'envoyer des messages, de supprimer des messages, etc., etc. Et là, ça veut dire que d'une part comme d'une autre, c'est qu'Alice, elle utilise, à vrai dire, une boîte aux lettres. Et donc ça, quand on dit boîte aux lettres, ça veut dire que c'est un serveur de messagerie. Donc le serveur de messagerie qui est utilisé par Alice, c'est lui qui va générer, à vrai dire, toutes les informations qu'on vient de voir dans l'algorithme. Et ensuite, quand on dit qu'il va chiffrer avec la clé publique de Alice, de Bob, ben, automatiquement, il va chiffrer avec la clé, publique du serveur de destination, c'est-à-dire là où Bob existe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, si vous avez vu au niveau des adresses de messagerie, vous avez en général un nom d'utilisateur, arrobasque, et vous avez l'adresse du serveur de messagerie finale. Et c'est pour ça que toutes les adresses, elles sont sous cette forme-là. C'est que chaque utilisateur, il utilise le service de messagerie dans une certaine boîte aux lettres. Et par la suite, il peut automatiquement réaliser, je dirais, les opérations liées à ces messageries. Et bien entendu, là, la clé du destinataire, ce n'est pas, à vrai dire, la clé du destinataire final. C'est la clé du destinataire, je dirais, qui se trouve au niveau de la boîte email, là où se trouve l'utilisateur. Alors là, on peut ouvrir une parenthèse pour dire, tiens, ça veut dire que les serveurs de messagerie peuvent jeter un coup d'œil sur les messages des individus. Alors, la réponse est oui. C'est que ces serveurs-là vont utiliser les clés pour pouvoir déchiffrer et présenter les messages sous forme claire à l'utilisateur. Parce que, à vrai dire, vous, en tant qu'utilisateur, vous ne faites aucune, je dirais, opération de chiffrement et de déchiffrement. Votre message, vous l'écrivez en clair. Et ensuite, c'est le serveur de messagerie qui s'occupe de chiffrer votre message d'une manière symétrique. C'est le serveur destination de messagerie qui, lui, va faire l'opération inverse. Ça veut dire que, moralité, sur les serveurs de messagerie, votre message se trouve en clair. Ensuite, vous, ce que vous faites, c'est pour accéder à votre message, vous êtes juste identifié pour dire c'est quel message qu'il peut vous délivrer. Ben, tout simplement, tous les messages qui portent votre adresse. Et vous allez vous connecter juste avec votre adresse email avec un mot de passe. Et donc, ça, il ne faut pas s'étonner. Et ça, c'est une règle générale qui est utilisée sur Internet. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand vous avez un service qui est proposé gratuitement, ben, automatiquement, c'est ce qu'on dit souvent au niveau de la littérature, quand un service est gratuit, ben, tout simplement, le produit, c'est vous. Ça veut dire que les gens vous utilisent pour mettre en œuvre ce service. Parce qu'il faut se poser la question, vous avez un service de messagerie qui vous propose la messagerie gratuite. Vous savez que pour mettre en œuvre ce service, on a besoin de gros serveurs, on a besoin d'applications, de développement d'applications,
on a besoin de maintenance, tout ça coûte de l'argent. Il faut se poser la question, pour quelle raison quelqu'un va vous offrir tous ces services gratuitement, alors que lui, il ne gagne rien. En général, il y a tout un gain qui est fait derrière, ce qui permettra, grâce à la publicité, d'avoir des rentes publicitaires. Ça peut être aussi sur la base de surveillance, je dirais, au niveau mondial, pour surveiller l'activité des gens. Un moyen de le faire, c'est d'utiliser le service mail, qui est gratuit. Les gens utilisent et ils vont échanger les messages entre eux. On peut toujours savoir qu'est-ce qui se passe à l'échelle mondiale sur les différentes communications qui se trouvent au niveau mondial. Et typiquement la même chose, ce que vous avez actuellement dans la communication, telle que les communications qui sont utilisées par Skype ou Viber ou autres, etc. On vous donne des communications gratuites, c'est pas pour rien, c'est qu'on vous donne des communications gratuites et on peut savoir qu'est-ce qui se passe dans les communications à travers le monde. Donc ça, c'est pour répondre à la question de votre camarade en disant est-ce que la clé publique c'est celle de Bob? Réellement, c'est pas celle de Bob. Là, on l'a juste illustré pour montrer le destinataire. Mais réellement, le destinataire, c'est un serveur de messagerie. Et donc, Bob n'est autre qu'un utilisateur de ce serveur de messagerie. Lui, il va se connecter à ce serveur et il peut récupérer son message qui a subi toutes les informations, toutes les opérations telles qu'on l'a vu. Alors, maintenant, on passe à l'algorithme de destinataire, c'est-à-dire l'autre partie, la partie 2 de l'algorithme de PGP. Donc, le destinataire, une fois... Monsieur, Oui. C'est juste une question. Ces algorithmes sont exécutés au niveau de quel... parce que est-ce qu'il exécute au niveau de le client, destinataire et l'émetteur, ou au niveau de serveur? Non, c'est au niveau des serveurs, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire De que quel serveur? toi, quand tu constitues ton message, tu vas procéder à l'envoi. Donc, ce que tu dis, tu écris ton message qui est en clair, à vrai dire. Tu ne fais aucune opération de chiffrement. Tu ne calcules pas de fonction de hachage. Tu vas écrire ton message et ensuite tu as un bouton, tu cliques sur le bouton, tu dis envoie. C'est ce qui se passe dans la pratique. Et à partir de là, ton serveur de messagerie, par exemple, tu as un compte dans gmail.com ou tu as dans yahoo.fr, etc. Donc, dès que tu le fais, c'est ce serveur-là qui va s'occuper de toutes ces opérations, c'est-à-dire qu'il va faire toutes les opérations liées au chiffrement, au hachage, etc., etc. Donc, tout ça, il va le faire parce que toi, tu as demandé d'envoyer. Donc, lui, il va le faire avec toutes ces opérations. Une fois arrivé au destinataire, ça va être, c'est pas le destinataire final, à vrai dire, parce que j'avais dit que dès le départ, le destinataire n'est pas forcément connecté, il peut ne pas être connecté du tout. Donc, quand le destinataire il va venir, il va se connecter au serveur de messagerie, il va voir qu'il a reçu un nouveau message. Donc, ce message-là, à vrai dire, à l'arrivée, il est traité, il est sauvegardé sur le serveur de messagerie. Dès que l'utilisateur final arrive, il se connecte. Le serveur, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, voici dans la boîte email, voici les nouveaux messages. D'ailleurs, tu as une option pour dire, voici les messages. Et dans les messages, en général, dans ta boîte, tu as les messages que tu as déjà lus et tu as des messages qui viennent d'arriver. En général, il te donne toujours un chiffre en disant, et avec une couleur différente, en gras, etc., pour dire que ces messages-là, tu ne les as pas encore lus. Donc, ce qui te permettra de lire les messages. Et concernant la concaténation du message pour dire pourquoi on a concaténé le message avec sa signature, ça c'est dû au fait que on veut l'utiliser justement, c'est ce qui se passe ici, on veut l'utiliser pour, rappelez-vous, on avait dit qu'un des objectifs c'était l'intégrité, pour savoir que le message qui a été reçu, est-ce qu'il n'a pas été altéré pendant le transfert. Donc ça, on le fait justement grâce à cette concaténation qu'on va voir ici, qu'on va la réutiliser. Donc, je ne vais pas anticiper, c'est au fur et à mesure, je vous montre pourquoi on a utilisé cette concaténation. La réponse se trouve au niveau de cette démarche. Donc, regardez ce qui se passe.
c'est qu'on a utilisé le message. Donc, la représentation qui a été utilisée, c'est la représentation en radix. Et donc là, ça veut dire qu'il y avait un certain message, on l'a transformé grâce à radix. Donc ici, le radix, qu'est-ce qu'il fait? On va dire, tous les messages que vous écrivez, en général, la représentation interne, c'est une représentation binaire. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de basculer du binaire vers le radix et pour pouvoir envoyer. Et ensuite, à l'arrivée, on va faire l'opération inverse, c'est-à-dire qui permet de convertir la représentation à radix vers la représentation, je dirais, qui est binaire, pour pouvoir réaliser les opérations. Parce que le chiffrement, rappelez-vous, on avait dit que le chiffrement se fait sur l'information binaire, il ne se fait pas sur la représentation radix. Donc c'est pour ça que la première étape, c'est de faire cette conversion au niveau de la réception, et donc de convertir la représentation radix vers une représentation binaire. Alors, ensuite, une fois qu'on a cette représentation binaire, ça veut dire que ce qu'on va faire, ici, regardez, la première des choses, c'est quoi? Puisqu'on avait dit que le message a été chiffré par la clé de session. Alors, je rappelle que la clé de session, elle n'est pas connue par le destinataire. Elle est connue uniquement par l'expéditeur. Donc, l'expéditeur, pour lui donner connaissance, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui envoyer, justement, l'information de cette clé de session qui est chiffrée. Donc, la première étape à faire, pour pouvoir déchiffrer le message, c'est qu'il va prendre connaissance de la clé de session. Alors, comment il va prendre connaissance de cette clé de session? Rappelez-vous, la clé de session, elle a été chiffrée par la clé publique du destinataire. Donc, le destinataire, qu'est-ce qu'il va faire? Grâce à la clé de session, donc à la clé privée du destinataire, il va déchiffrer la quantité E, B, entre parenthèses K. EBK, c'est quoi? C'est le chiffrement de K par la clé publique de destinataire Bob. Alors, pour pouvoir obtenir K, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, il va procéder au déchiffrement. Donc, ce qu'il va faire, il va mettre D, B, de la quantité EBK. Ça veut dire que je vais déchiffrer cette information qui est EBK. Et donc, il suffit de mettre le déchiffrement juste avant, ça veut dire composer avec le déchiffrement. Et vous savez, on l'avait dit dans le cours, que la composition du chiffrement avec le déchiffrement va donner le message. Et donc là, déchiffrer le chiffrement de K va donner K. Et donc, ce qui permettra d'obtenir la clé de session qui a été utilisée par l'expéditeur. Alors, une fois que c'est fait, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a pris connaissance de la clé de session, K, ce qui nous permettra de déchiffrer le chiffré qu'on a obtenu. C'était le message compressé qui était chiffré. Donc, il va falloir le déchiffrer. On va le déchiffrer avec quoi? Ben, avec la clé K. Pourquoi? Parce que ici, on avait dit qu'on utilise le chiffrement symétrique. Ça veut dire que dans le chiffrement symétrique, la même clé qui a servi pour le chiffrement va être utilisée pour le déchiffrement. Et donc là, grâce à K, on peut déchiffrer le message EKCM. Donc, quand on le déchiffre, on obtient CM. Ça veut dire qu'on va obtenir le message compressé qui est utilisé par l'expéditeur. Alors, on sait que ce message qui était chiffré n'était autre que le message qui était compressé. Et donc, l'idée pour, vous voyez là, d'étape en étape, on essaie de remonter pour retrouver le message. Donc, on avait le message compressé qui était chiffré. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a déchiffré. Quand on a déchiffré, donc on a un message qui est compressé. Donc, ce message qui est compressé, qu'est-ce qu'on fait?
ben, automatiquement, il faut le décompresser. Ça veut dire que j'ai parlé tout à l'heure de la fonction de sous Unix qui s'appelle, par exemple, gzip. Tu fais l'opération inverse, c'est la fonction de ngzip. Ça veut dire tu fais l'inverse de gzip qui permet de dézipper. Et là, donc, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a décompressé, ça veut dire qu'on va obtenir le message qui n'est pas compressé. Or, le message qui n'est pas compressé, rappelez-vous, avec l'étape de l'expéditeur, le message, ce n'était autre que la signature du haché du message concaténée au message. Et donc, quand on fait l'opération de décompression, on va obtenir ce message qui est constitué des deux parties, c'est-à-dire la signature du haché du message suivi du message. Et donc, pardon, une fois qu'on a obtenu ça, l'étape suivante, c'est quoi? C'est que j'ai reçu un message suivi de sa signature. Donc ici, une fois le message reçu, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais calculer sa fonction de hachage. Donc le message reçu, je calcule sa fonction de hachage. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Une fois que c'est fait, que j'ai obtenu un nouveau haché à partir du message reçu, je vais faire la vérification de la signature. Rappelez-vous, on avait dit que toute signature peut être vérifiée. Et donc, je vais vérifier la signature de HM. Donc, la vérification des signatures de HM, c'est quoi? Ça vous permettra de déchiffrer, à vrai dire, cette quantité et vous allez obtenir le HM. Donc, vous avez un HM qui est obtenu à partir de la vérification de signature. Vous avez un autre HM qui est obtenu par le message qui est reçu. L'idée, c'est quoi? C'est de vérifier les deux quantités. S'il y a égalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. La première, c'est que vous êtes sûr que le message qui a été reçu et la signature qui a été reçue sont reliés, c'est-à-dire que ça fait partie du même message. Et donc là, ça nous permet de garantir, je dirais, cet aspect d'intégrité. D'une autre manière, ça permettra de dire tout simplement que le message, il a été envoyé par Alice. Pourquoi? Parce que le message a été signé par Alice. Et donc, quand je vais vérifier la signature, je vais obtenir le HM. Le HM il provient de Alice. Et donc ça, c'est ce qui nous permet de vérifier l'intégrité du message et, bien entendu, de prendre connaissance de ce message. Donc ça, c'est pour le procédé de le protocole PGP de bout en bout, c'est-à-dire depuis qu'il a été constitué et envoyé par l'expéditeur jusqu'à le destinataire. Donc, on a montré toutes les étapes pour chiffrer le message, pour le compresser, pour calculer sa signature, etc. Et utiliser même la représentation radix pour avoir, on peut se poser la question pourquoi on a utilisé ça, on a utilisé ça pour des besoins de compatibilité entre les serveurs de messagerie. Pourquoi? Parce qu'en général, les serveurs de messagerie nécessitent d'avoir des codes ASCII imprimables. Donc, il faudrait que les codes soient reconnus par tout le monde et c'est pour cette raison qu'on a utilisé le radix. Alors, maintenant, en analysant l'algorithme d'envoi et de réception, on peut vérifier les propriétés qu'on a déjà montrées au départ. Et on avait dit que le protocole PGP visait la confidentialité, il visait l'authenticité, il visait l'intégrité, etc. Là, on peut passer en revue chaque partie pour montrer qu'effectivement, ces propriétés sont bel et bien obtenues. Donc, quand on a l'authenticité, comment montrer l'authenticité pour dire que le message provient effectivement d'Alice et il ne provient pas d'une autre personne? Alors, c'est dans l'algorithme, on a montré que qui va créer le message? C'est Alice qui l'a créé. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait?
elle a fait le haché de son message qu'elle a chiffré avec sa clé privée. Ça veut dire que c'est toujours Alice qui a fait ce boulot. Ensuite, vous avez le condensé qui est attaché au message. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est envoyé, c'est le message et sa signature. Donc ça, c'est les deux entités qui ont été concaténées l'un à la suite de l'autre, et c'est cette quantité qui a été envoyée. Et donc, ce qui nous permet à la réception de se servir de cette quantité pour vérifier la signature. Or, quand on vérifie la signature, ça nous permettra, on va vérifier la signature du haché, mais du haché de quel message? C'est le message qui est concaténé à cette signature. Donc, rappelez-vous, ça, on a attaché le message à sa signature. Et donc, à l'arrivée, quand on vérifie le message par rapport à cette signature, donc on voit qu'il y a l'égalité. Ça, ce qui montre qu'effectivement, le message reçu ne peut provenir que de Alice, il ne peut pas provenir d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on a vérifié la signature, et on a vérifié la signature avec quoi? Avec la clé publique de Alice. Et donc, quand on a trouvé l'égalité, c'est que la clé publique, on sait qu'il y a une relation entre la clé publique et la clé secrète. Donc, si je vérifie avec une clé publique, c'est implicitement de faire appel à cette clé secrète. Et donc, automatiquement, la vérification avec la clé publique, elle est réussie. Ça veut dire qu'on a utilisé la clé secrète de Alice. C'est ce qui permet d'engager Alice et de dire que le message ne peut provenir que de Alice. Alors, quelqu'un pourrait dire, oui, mais Alice n'a pas envoyé ce message. Moi, je dirais tout simplement, ça, c'est des problèmes qui sont annexes en sécurité. Elle peut, je dirais, être victime du système de messagerie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous êtes en train de travailler, c'est ce qui se passe. Parfois, les gens laissent leur session ouverte et ils ne prennent pas la peine de la fermer. Quelqu'un qui vient juste après, il va utiliser le service de messagerie. Alice est connectée, donc il peut envoyer un message à Alice. On peut avoir l'autre situation, c'est quoi? C'est que Alice, qui utilise un serveur de messagerie, n'a pas pris le soin d'avoir un mot de passe qui est assez sécurisé. Donc, elle a utilisé un mot de passe qui est simple. Quelqu'un, il peut toujours se connecter à la place d'Alice quand il prend connaissance de son mot de passe, qui n'est pas un mot de passe, je dirais, sécurisé, donc facile à deviner. Donc, l'idée, c'est quoi? Il se connecte vers le serveur de messagerie, il se présente comme étant Alice. Le serveur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas vérifier physiquement la personne. En général, quand vous vous connectez à un serveur de messagerie, il va vous donner le nom de login et le password. Donc, si vous connaissez le nom de login et vous connaissez le password, du style, vous avez déjà reçu des messages de Alice, ça veut dire que vous avez déjà le login. Pourquoi? Parce que dans le message, vous avez toujours l'expéditeur et le destinataire. Donc, vous avez cette adresse. Si par la suite, vous arrivez à deviner le mot de passe de Alice, vous pouvez toujours vous connecter à la place de Alice. Et donc là, cette authenticité, c'est par rapport à l'engagement de Alice pour dire qu'on a utilisé la clé secrète de Alice. Et rappelez-vous, quand on a parlé de clé secrète, on avait dit qu'il faut garder la clé secrète. Ça veut dire que la clé secrète, elle engage la personne qui possède cette clé secrète. Donc, si cette clé secrète, elle est divulguée, automatiquement, la responsabilité de Alice est engagée. Et c'est dans ce sens qu'on dit que l'authenticité, c'est l'authenticité de Alice. C'est-à-dire qu'on a utilisé effectivement la clé secrète de Alice. Même si physiquement, c'est pas Alice qui l'a faite, mais d'un point de vue sécurité, on dira que c'est l'engagement de Alice qui a été fait parce qu'on a utilisé sa clé secrète. Donc, en général, certainement, vous avez entendu parler d'attaques sur les boîtes de messagerie. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudrait que vous preniez soin de, s'il y a une attaque, que quelqu'un a pu envoyer un message par votre boîte email, c'est-à-dire par votre compte email. Alors la mesure qui s'impose tout de suite, c'est automatiquement changer votre mot de passe automatiquement juste après pour ne pas permettre qu'il y ait d'autres personnes qui vont utiliser votre service de messagerie. Donc ça, c'est ce qui engage l'authenticité de Alice.
Alors, quelqu'un qui me pose la question en disant si l'attaque a changé le message et la signature de message, donc on n'a pas la garantie. Non, on a, si le problème, c'est que si l'attaque ne se fait pas au niveau de la boîte et elle se fait au cours du message, il est quasiment impossible de changer le message et de le garder comme étant intègre. Pourquoi? Parce que si tu changes le message, il faudrait que tu changes le haché du message. Or, rappelez-vous, les fonctions de hachage, c'est des fonctions à sens unique. C'est-à-dire que quand le message change, le haché change. Et donc, automatiquement, le haché, tu ne peux pas le changer. Pourquoi? Parce que tu as la signature de Alice qui est faite. Et donc là, tu n'as pas uniquement le haché, tu as la signature de haché. Et donc là, pour pouvoir le faire, tu es obligé de connaître la signature de Alice, c'est-à-dire sa clé secrète, pour pouvoir changer le tout. Et donc, si tu connais la signature de Alice, ça veut dire que tu peux remonter au niveau de sa boîte et écrire le message à l'origine. Donc ça, c'est pour l'authenticité. On peut dire un mot aussi sur la confidentialité, comment qu'elle est assurée. Ben, la confidentialité, c'est qu'on crée le message, on crée une clé de session, le message est chiffré par la clé de session, et la clé de session, elle est chiffrée par la clé publique du destinataire. Et donc, ça veut dire que qui peut prendre connaissance de la clé de session? Seul le destinataire. Pourquoi? Parce que la clé, elle est chiffrée par la clé publique du destinataire. Le seul qui peut déchiffrer, c'est celui qui possède la clé secrète associée à la clé publique. Et donc, c'est le destinataire qui le fait, d'où la confidentialité de message entre Alice et Bob. Alors, la compression, comment qu'elle se fait? C'est une technique. Dans la littérature, vous pouvez avoir plusieurs programmes de compression qui sont utilisés et vous pouvez toujours les utiliser. Donc, c'est la technique utilisée, elle est la suivante, c'est d'essayer de remplacer des messages qui sont assez lents avec des messages qui sont plus ou moins courts par rapport au message initial. Et donc, l'idée de la compression, c'est quoi? C'est que, ça c'est dans la littérature, on avait dit que, rappelez-vous, pour les chiffrements classiques, on avait dit qu'à un moment donné, on avait les caractéristiques de la langue, c'était les caractères qui étaient les plus répétés, etc., les caractères qui se suivent, etc. Et dans les langues, ce qu'on a, on a aussi un mécanisme de redondance qui existe dans la langue. C'est-à-dire que vous avez des mots ou des séquences de caractères qui reviennent souvent au niveau de quand on écrit un message dans une langue donnée. Donc l'idée, c'est quoi? Elle se base essentiellement sur cette redondance. Ça veut dire que quand il y a des séquences qui se répètent, ben, on ne va pas écrire ces séquences, mais on va écrire un code à la place de ces séquences, ce qui permettra de réduire la taille du message. Donc ça, c'est la technique utilisée pour réaliser la redondance. Voici un exemple simple que je vous donne ici. Regardez, vous avez un message écrit en anglais. Donc, si vous analysez ce message, vous allez trouver qu'il y a des séquences qui se répètent. Donc, regardez ici la séquence qui se répète. The more he. Regardez ici, the more he. Regardez ici, the letter. Et the letter ici. Donc, ce qui est utilisé par la technique de compression, c'est quoi? C'est que je reprends mon message, alors je commence à l'écrire et ensuite, il suffit de trouver les séquences répétitives. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'il y a une séquence qui se répète, je ne vais pas l'écrire dans le message compressé. Je vais écrire un code qui correspond à cette séquence. Et regardez ici, the more the. Donc, ça veut dire que je vais écrire ce message-là. Quand j'arrive ici, the more, à la deuxième séquence, qui est the more he, parce que là, la même séquence existe ici, elle existe ici. Je vais remplacer ça par ce code-là qui est 1810. Alors, c'est quoi ce 1810? Ben, pour dire que là,
quand j'arrive ici, je vais remplacer toute cette séquence avec ce code 1810 pour dire quoi? Pour dire que cette séquence, c'est la séquence qui se trouve 18 caractères avant. Ça veut dire que quand vous faites le calcul ici, vous allez revenir ici, vous allez trouver 18. Et ensuite, pour dire cette séquence n'est autre que la séquence qui commence 18 lettres avant. Mais cette séquence, elle a une longueur. Donc la longueur, c'est quoi? C'est le deuxième paramètre, 10, pour dire la longueur de séquence. Donc c'est une longueur de 10 éléments. Et cette séquence, je la retrouve bien avant et je donne la position où je la trouve. Et c'est comme ça qu'on arrive à compresser le texte. De la même manière, the letter, the, parce que vous regardez ici, the letter, the, là c'est the, mais c'est la même séquence, THE qui existe ici. La même chose, tu pourras la remplacer par la séquence équivalente, et là, ce qui te permet d'avoir une meilleure compression de ton message. Alors, autre chose aussi qui est utilisée, j'avais dit qu'on doit avoir le radix 64. Ça, c'est utilisé principalement pour des raisons de compatibilité entre les différents, je dirais, clients. Et donc, pour pouvoir aboutir à cette, je dirais, compatibilité, on utilise un algorithme qui s'appelle l'algorithme Radix 64. Alors, Radix 64, c'est quoi? Ce n'est autre que il a une base des caractères. Donc, regardez, l'exemple suivant, c'est que si j'ai 24 bits, que je vais diviser en 6 bits chacun, c'est-à-dire des blocs de 6, je vais avoir cette représentation binaire. Cette représentation binaire, elle peut être convertie en nombre, puisque chaque élément peut donner une valeur. Donc, si vous prenez ces représentations, vous allez avoir ces valeurs-là. Alors, ces valeurs-là, elles vont être représentées par quoi? Elles vont être représentées par la représentation suivante. Donc, j'utilise un alphabet. Donc, c'est pour ça que vous devinez pourquoi radix 64, ça veut dire quoi? J'ai une base de 64 éléments. Donc, ces 64 éléments, c'est les éléments comme suite. Vous avez de 0 à 25, ensuite de 26 à 52, et ainsi de suite. Donc, la représentation, c'est quoi? Le A majuscule, c'est 0, 25, c'est Z majuscule, 26, A minuscule, etc. En plus, des caractères spéciaux qui sont utilisés, c'est-à-dire vous avez les lettres et les chiffres, et vous avez le caractère spécial plus et le slash. Et donc ça, ce qui vous permet de convertir votre message en codification. Donc voici les informations que j'ai. J'ai pu les convertir par la suite selon la base radix. Et donc chaque élément, il sera représenté par l'élément de la base 64 qui est utilisé. Et donc, ça va prendre, ça veut dire que chaque élément va être reproduit par un caractère de la base 64 et un caractère qui est sur 8 bits. Moralité, j'ai démarré de 24 bits, j'obtiens 32 bits, ça veut dire que je fais cette extension naturelle de l'extension de 24 bits entre 2 bits d'une manière automatique pour permettre d'avoir des caractères qui sont imprimables. Et donc ça, c'est le mécanisme utilisé pour réaliser cette traduction. Alors voici juste le schéma représentatif de ce qu'on a fait tout à l'heure, le mécanisme de chiffrement, etc. et toutes les parties, les sessions, signature, message, et c'était ça qui a été fait dans l'algorithme. Et par la suite, ce qu'il y avait comme protocole actuellement qui est utilisé sur le net le plus